Merci, Présidente. Madame la Présidente, pour l'exposé. Et merci aussi à la Maforcal de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir de venir au Maroc. Alors, on m'a demandé de vous entretenir du sujet de l'asthme du senior. Premièrement, je n'ai pas de conflit d'intérêt par rapport au sujet que je vais aborder aujourd'hui. Alors, sur le plan épidémiologique, on sait que... Ah, tiens, il est coupé. Ma diapositive est coupée, tiens. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, on estime que le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans augmente, en fait. On estime que d'ici 2050, on en aura près de 2,1 milliards de personnes, âgées. Alors ici, entendons bien, dans la littérature, voilà, merci. Dans la littérature, ce qu'ils entendent par personnes âgées, donc quand on parle de l'asthme du senior, ça dépendait des articles. Il y en a qui mettent à partir de 60, d'autres mettent au-delà de 65 ans. Et vous verrez, il y en a même qui parlent d'un senior à partir de 70 ou 70, comme on dit en Belgique. Donc, on dit que d'ici 2050, ça va doubler. On est estimé à 2,1 milliards de personnes, alors qu'on sait que la prévalence de l'asthme chez les personnes âgées tourne aux alentours de 4 à 13 %. Vous voyez aussi ici les chiffres. Donc, on passera en principe, si on se projette à 2050, on aura à peu près 2,1 milliards de personnes âgées dans la population générale, dont 80 %, donc 8 sur 10, vivent dans le pays du Nord, dans le pays dits développés, et il y aura 60 %, ça sera surtout des femmes. Et alors on le voit ici, dans la diapositive, donc c'est surtout en foncé, c'est surtout au Canada, j'étais un peu surpris, au Canada, dans l'Europe de l'Ouest, l'Iran, la Chine, il y a encore un peu le Japon et la Thaïlande, et il y a aussi le Chili ici à côté. Alors, donc, une population vieillissante, ça veut dire qu'au plus on a de patients vieillissants, au plus on a des patients asthmatiques qui vont augmenter. Et alors, on sait que les patients asthmatiques, ils ont un taux de morbimortalité important par rapport à la population générale. Un patient asthmatique âgé a une mortalité 5 fois plus, il a 5 fois plus de malchance de décéder que chez un patient plus jeune. J'ai pris ici les chiffres de l'OMS, j'avais pris un pays de l'Ouest, c'était l'Allemagne. C'est vrai que les diapositives ne passent vraiment pas bien. Et on voit ici par tranche d'âge, au plus on monte en tranche d'âge, au plus au niveau de la 5e et 7e décade, on voit que la mortalité est nettement plus importante. Donc, si les taux de mortalité augmentent avec l'âge, on peut se poser la question, mais pourquoi? Quels sont les facteurs qui font que les patients asthmatiques d'un certain âge décèdent plus? C'est tout simplement, surtout entre autres, parce qu'il y a plusieurs motifs, comme on dit, multifactoriels. La maladie est souvent sous-diagnostiquée. Il y a la présence d'autres affections comorbides. À leur âge, ils sont souvent cardiaques, insuffisants rénales, diabétiques et autres. Il y a une sous-perception des symptômes d'asthme. Et également, il y a des troubles cognitifs, il y a un déclin cognitif potentiel avec vieillissement. Et alors, il y a des effets indésirables dus à la polymédication. Souvent, à leur âge, ils prennent toujours beaucoup de médicaments qui peuvent interagir avec leur traitement asthmatique. Par ailleurs, on sait que les corticostéroïdes inhalés, qui est la pierre angulaire du traitement de l'asthme, est parfois sous-utilisé chez les patients asthmatiques. Et en plus, comme on le verra un peu plus loin, chez les patients asthmatiques plus âgés, ça ne réduit pas le nombre d'hospitalisations de la mortalité. Pourquoi? Et ça, je détaillerai ça plus loin. Parce que l'efficacité des corticostéroïdes inhalés chez les patients âgés fonctionne moins bien, étant donné qu'ils ont un asthme plutôt neutrophilique. Alors, si on va voir un peu plus loin, je vais dire un patient, comme il est âgé, bien entendu, son poumon est à son âge. Donc, il y a des modifications qui sont liées tant à la physiologie normale, mais également à la morphologie pulmonaire de par l'âge, qui auront un impact sur son âge. Qu'est-ce qu'on aura chez ces patients-là? Il y aura une diminution marquée du recul du mur élastique, une rigidité de la paroi thoracique, une diminution des forces des muscles respiratoires, les pressions inspiratoires maximales et expiratoires maximales sont réduites, et tous ces phénomènes sont amplifiés, associés à la comorbidité, c'est-à-dire des maladies neurologiques, cardiaques ou rénales. Ensuite, la fragilité et la dénutrition qu'on observe chez ces patients, tout ça mis ensemble ne fait qu'aggraver la situation. Et cette aggravation de la situation, ça se marque au niveau du parenchyme pulmonaire par une diminution du ratio surface-volume, et alors également au niveau anatomopathologique,
il y a une dilatation alvéolaire et des ectasies calanaires, comme on voit chez un patient emphysémateux ou chez un patient qui a une fibrose pulmonaire. Mais par contre, ces anomalies-là, on le voit ici chez un patient âgé dû au vieillissement de son poumon, tout simplement. Et alors, comme j'ai dit, ces différents changements macro et microscopiques au niveau du parenchyme pulmonaire vont avoir un rôle dans l'altération de la fonction pulmonaire chez l'asthme. On le voit ici, je ne sais pas si ça passe, non, ça ne passe pas du tout. Donc ici, en principe, c'est une coupe chez un patient jeune, et ça, c'était une coupe chez un patient âgé. Et alors, on voyait des dilatations canalaires comme chez un emphysémateux qu'on ne retrouve pas chez un patient jeune. Et ici, j'avais juste représenté à quoi ça correspondait les reculs de mur élastique chez un patient normal, non âgé, quoi. Donc, j'ai dit, on a des répercussions sur le plan du parenchyme pulmonaire, mais on a également des répercussions... là, je ne sais pas. Ça ne ressemble pas à rien. On a également des répercussions sur le plan fonctionnel. Je ne sais pas si on peut remettre comme c'était. Ah ben voilà. J'ai également des répercussions sur le plan fonctionnel. Donc, aux épreuves fonctionnelles respiratoires chez les patients âgés, on aura tendance à avoir un déficit obstructif ou mixte. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe généralement une augmentation du volume résiduel, une réduction du VEMS, une réduction du rapport de Tifno avec des changements modérés ou minimes de la capacité pulmonaire totale. Et alors, on sait que le VEMS qui chute généralement entre 25 et 30 millilitres par an chez un sujet âgé, ça s'accélère chez les patients âgés et en plus quand ils sont asthmatiques. On le voit ici j'ai vu, c'est un vieil article qui date de 1982. On voit un peu l'évolution de la capacité vitale qui va diminuer avec l'âge, du volume résiduel également, et ainsi que de la capacité résiduelle fonctionnelle, avec le temps qui vont diminuer. Alors donc, si je mets tout ça ensemble, à savoir, j'ai mon patient âgé, il aura des impacts dus à l'âge, c'est-à-dire les espaces alvéolaires sont augmentés, les reculs de muscle élastique est diminué, il y a une diminution de la compliance pulmonaire. Associé à cela, une inflammation au niveau des voies aériennes, le recul de mur élastique dû à l'asthme, si vous mettez tout ça ensemble, ça fait une maladie sévère avec un asthme difficile à manager. Ça, c'est au niveau parenchymateux, mais au niveau cellulaire, donc au niveau inflammatoire, on observe également plusieurs impacts, plusieurs changements caractéristiques chez les patients âgés, qui est représenté ici. Vous avez une instabilité génomique, ils ont des télomères courts, qui est signe de la sénescence, des modifications épigénétiques, un épuisement des cellules souches, des troubles de la communication intercellulaire, et également une immunosénescence. Alors, l'immunosénescence, ça c'est intéressant, parce que le professeur Marawi, ça va rejoindre un peu une question qu'on lui avait posée hier. L'immunosénescence, c'est que notre immunité ne fonctionne pas bien, elle n'est plus aussi performante face à une agression extérieure. Donc, suite à cette immunosénescence, les patients âgés ont une susceptibilité plus importante aux infections. Donc, par exemple, pour l'immunité innée, le chimiotactisme des neutrophiles ne marche pas très bien sur le site de l'inflammatoire. La capacité phagocytaire des macrophages du siège âgé sont réduites. Il y a une augmentation de la production d'anions superoxydes qui va endommager tous les tissus. Et surtout, on voit qu'il y a un nombre accru de neutrophiles qui sont majorés au niveau des tissus. Ce qui fait que quand on regarde le sputum, quand on analyse les expectorations induites chez les patients asthmatiques âgés, on voit qu'il y a beaucoup de neutrophiles, y compris, si on fait une analyse plus fine, y compris d'autres médiateurs, interleukine 8, et les métalloprotéases 9 et les neutrophiles et élastase. Donc, chez un patient asthmatique âgé, il aura un asthme qui aura un profil plutôt neutrophilique, ce qui explique que j'aurai une moins bonne réponse aux corticostéroïdes par rapport à un asthme éosinophilique. Et d'ailleurs, chez certains patients âgés, on voit que leur éosinophile fonctionne moins bien, il y a une fonction effectrice réduite et une diminution de la dégranulation des neutrophiles, des éosinophiles. Alors, on voit ici dans la diapositive ici qu'au niveau de l'immunité innée, au niveau éosinophilique périphérique, il y en a un peu plus chez les patients âgés. Par contre, il y a une diminution de la dégranulation éosinophilique, leur fonction effectrice est moindre. Par contre, dans le liquide alvéolaire, il y a beaucoup plus de neutrophiles. On en trouve également dans le sputum. On trouve également dans les sputum tous les interleukines associés.
Et au niveau de l'immunité adaptative, et ça c'est intéressant par rapport si on devait faire une immunothérapie chez les patients, les lymphocytes T régulateurs périphériques sont moindres et par contre il y a un caractère pro-inflammatoire important. Dans la mesure où on a moins de lymphocytes T régulateurs, l'immunothérapie chez la patient âgé marche moins bien. Ceci a été confirmé donc à Liège, en Belgique, on a le registre d'asthme sévère qui est tenu à l'université de Liège. Chez les patients, donc on a sur la base des données qu'on avait, chez les patients âgés, on retrouve la même chose qui est décrite. Dans les sputum, on a retrouvé beaucoup plus de neutrophiles, et ça, je ne me marquerai plus là, avec les voies aériennes qui sont beaucoup plus fines. Et quand on regarde les eosinophiles par rapport aux neutrophiles, on a un peu plus de neutrophiles chez les patients de plus de 70 ans, 70 ans que de eosinos. Et alors, on sait que les patients asthmatiques, éosinophiliques ou atopiques ont un profil qu'on dit T2, l'asthme atopique, c'est plutôt un profil T2, avec une sécrétion d'interleukines 4, 5 et 13 qui sont des cibles thérapeutiques. Mais chez les patients âgés, ils ont plutôt un profil neutrophilique ou donc un endotype, ici c'est l'endotype T2, ici ça sera plutôt un endotype T1 ou T17. T1 ou T17 implique une sécrétion d'interleukine 17 qu'on retrouve souvent chez les patients âgés qui caractérise un asthme beaucoup plus sévère. Et cette interleukine T17 peut s'avérer être une cible thérapeutique supplémentaire, surtout dans ces groupes de patients, en rappelant que cette interleukine 17 participe également à stimuler les neutrophiles qu'on retrouve chez les patients âgés. Ceci est confirmé quand on fait une analyse, on recherche l'expression de l'interleukine 17 chez les patients qui ont un asthme sévère, ici les patients âgés. On voit une expression beaucoup plus importante chez les patients âgés, donc l'asthme sévère qui est dans l'asthme moins sévère. Donc, le profil de patients âgés qui ont une inflammation médiée par les cellules T17, qui sont des cellules pro-inflammatoires, montre qu'il y a une hyperréactivité bronchique importante, une inflammation plutôt neutrophile, et c'est lié à la sévérité de la maladie. Alors, je l'ai rappelé ici, les schémas de Wetzel. Donc, on a deux endotypes, l'endotype T2, l'asthme non T2, plutôt chez l'enfant, avec un asthme plutôt allergique, qui a un profil T2, ou l'asthme induit par l'exercice, et le profil non T2 ou T1 ou un T2 low, comme on dit, c'est plutôt chez la personne adulte, avec un asthme à late onset, à départ retardé, et ou alors chez les patients qui fument ou qui sont exposés à des infections particulières. Ça, c'est pour l'endotype. Et quant au phénotype, donc on a deux phénotypes, on a trois phénotypes. On a surtout le phénotype d'asthme éosinophilique T2, avec les différentes interleukines qu'on connaît avec le lymphocyte T2, qui stimule les éosinophiles, avec l'interleukine 5, 13, qui agit sur le muscle lisse et surtout sur les éosinophiles. J'ai l'asthme non atopique éosinophilique, mais plutôt par les lymphocytes, cellules lymphoïdes innées, qui sécrètent les mêmes interleukines 5, 13, et stimule les éosinos. Et alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est chez les patients âgés. Ils ont plutôt un asthme éosinophilique, avec, comme j'ai montré tout à l'heure, les interleukines 17 qui interviennent, avec les cellules médiées T17 qui interviennent dans l'inflammation. Alors, on sait également que chez un patient asthmatique, au plus, avec le temps, l'âge qui avance, même chez un enfant, il y a un remodelage qui se fait au niveau des voies respiratoires inférieures, un remodelage avec une modification structurelle du parenchyme pulmonaire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une fibrose sous-épithéliale qui intervient, j'ai une hyperplasie des calices et des glandes sous-muqueuses, j'ai une masse musculaire lisse importante, et on suppose, même si ce n'est pas complètement démontré, qu'avec le temps, au plus on a un asthme qui dure, au plus on avance en âge, au plus ces modifications sont beaucoup plus prononcées chez les patients âgés. Donc, il y a la radiocinéma ici du professeur Barnes, qui met un peu tout ça en exergue. Je vais mettre tout directement. Vous voyez, j'ai une fibrose sous-épithéliale plus importante, j'ai une hyperplasie muqueuse avec une sécrétion importante, j'ai une hypertrophie des muscles avec une bronchoconstriction. Tout ça, ces phénomènes-là sont beaucoup plus prononcés chez les patients âgés. Dans la littérature, il parle aussi de phénotypes, mais pour ne pas que ça fasse confusion, moi je dirais plutôt, on les catégorise. On catégorise l'asthme chez la personne âgée en asthme
à longue durée. Hein. Donc, malheureusement, les termes sont surtout en anglais. Le long-standing asthme, c'est un asthme qui a commencé tôt, en dessous de 12 ans, de longue durée, ou l'asthme à début tardif, un late onset asthma, qui, alors même chose ici, le late onset, ça dépend un peu. Il y en a certains qui disent l'asthme qui de début tardif, c'est ce qui commence après 12 ans. D'autres disent c'est l'asthme qui commence après 60 ans. Ou alors, c'est le récidive d'asthme qui survient chez un patient qui était asthmatique. Et la maladie a disparu et l'asthme est réapparu par après. Et alors, qu'est-ce qu'il y aura comme facteur qui va induire l'asthme chez la personne âgée? Il y a entre autres le tabagisme, une bronchopathie de novo, des infections des voies respiratoires. Hein, on évoque la présence de certains virus en post-viral ou certains germes atypiques, ou même des expositions des particules ou des désinfectants de nettoyage. Alors, il y a le papier dans le JACI de 2011 qui en parle très bien, qui différencie bien donc l'asthme chez l'enfant, donc de début précoce, et ça c'est l'asthme plutôt tardif. Ici, il y a un rôle génétique environnemental. Ici, c'est plutôt épigénétique. Chez l'enfant, les rhinovirus peuvent interférer. Ici, c'est d'autant plus important chez la personne adulte. Le côté atopique est plus important chez l'enfant que chez l'adulte. Ici, c'est plutôt un T2. Ici, c'est T1 ou, comme je vous avais dit, T17. Et également, il y a une interférence au niveau de l'environnement. Et alors, on voit également que chez les patients âgés, ils ont un VEMS basal meilleur qu'un patient qui a un asthme qui a commencé plus tard. Ils ont un VEMS basal meilleur avec une réponse bronchodilatatrice un peu plus prononcée que chez quelqu'un qui a un asthme qui a commencé beaucoup plus tardivement. Alors, comment est-ce que je fais le diagnostic de l'asthme chez la personne adulte? En fait, c'est la même chose que chez les sujets habituels. Hein. Donc, en principe, il faut qu'on ait des symptômes compatibles, oppression thoracique, respiration sifflante, dyspnée, mais faire attention que chez le patient âgé, ils sont mauvais percepteurs de la dyspnée, d'autant plus aussi qu'il y a des facteurs de comorbidité importants qui font que la dyspnée peut être d'origine multifactorielle, comme l'a dit le docteur Samy tout à l'heure. Donc, parfois, ce n'est pas évident de faire la part des choses. Bien faire le diagnostic différentiel chez la personne âgée. Tenir compte, quand on fait la fonction respiratoire, comme j'ai dit, qu'il y a des modifications qui sont propres au sujet âgé. Ils ont un rapport de Tifno qui est diminué et ils réagissent de manière un peu plus importante au test de provocation à la métacholine. Il y a une surréaction, si je peux dire ça comme ça. Et en plus, il faut faire attention de faire un test de provocation à la métacholine chez un patient âgé parce qu'il peut y avoir des contre-indications où ça peut mal tourner. Et en plus, quand on fait un test de bronchodilatation, ça nécessite la collaboration du patient pour que ça soit efficace. On le voit ici chez le patient âgé, hein, c'est une étude japonaise. Hein. Vous voyez, quand on compare chez un patient jeune par rapport à un patient âgé, je vois que le VEMS est un peu moins bien chez le patient âgé que chez le patient jeune, et de même que le rapport de Tifno qui est un peu moins bien chez le patient âgé. On le retrouve également chez nos patients à Liège, hein, en Belgique, dans l'étude qu'a fait professeur Dr. Schleich à Liège, au CHU de Liège. Le VEMS est un peu plus haut chez les groupes de patients de plus de 40 ans et moins haut chez les patients de plus de 70 ans, 70 ans. Et le rapport un volume résiduel par rapport à la capacité pulmonaire totale, même chose, moins important chez les patients à moins de 40 ans, plus important chez le patient beaucoup plus âgé. Quid du NO? En principe, il y a très peu de publications par rapport au NO. Celui que j'ai vu qui a le plus publié, c'est celui-là, c'est le docteur Michel Colombo, je pense que c'était un Américain. Mais dans toutes les publications, il conclut toujours la même chose, que le NO n'a pas de valeur pertinente chez les patients âgés. Ce n'est pas un bon marqueur parce que ça ne reflète pas toujours la sévérité ou l'inflammation chez les patients âgés. Alors, comment est-ce que je prends en charge un patient âgé asthmatique? Je dois tenir compte d'importants facteurs d'exacerbation, y compris les comorbidités, l'utilisation appropriée des médicaments, parce qu'à leur âge, ils ne comprennent pas toujours très bien, les interactions médicamenteuses, tenir compte des effets secondaires potentiels et aussi d'une physiologie qui est différente. Tous ces points doivent être considérés pour prendre
à prendre en charge le diagnostic, comme j'ai montré ici. Ben voilà, donc on tient compte des facteurs de risque habituels, hein, la rhinite, le reflux gastro-œsophagien, mais tenir compte aussi ceux liés à l'âge, la dépression, le trouble cognitif, et également les effets secondaires liés au traitement, comme la cataracte, l'ostéoporose ou l'arythmie. Quant à l'environnement, au terrain atopique, elle n'est pas si importante. L'atopie chez les patients âgés n'est pas aussi répandue comme chez les patients jeunes, mais elle existe, mais elle n'est pas rare. Et comme allergènes qu'on retrouve souvent chez eux, c'est surtout les acariens, le chat et le cafard. Lorsqu'on regarde sur notre registre en Belgique, on retrouve plus ou moins la même chose, mais il n'y avait pas de cafard, peut-être qu'il n'y a pas de cafard en Belgique. Il y a surtout les acariens, le chat, les moisissures et un peu les pollens. Je n'ai pas retrouvé les cafards. Donc, la sensibilisation aux allergènes n'est pas très présente, mais elle n'interfère pas tellement dans l'évolution de la maladie chez les personnes âgées. Alors, pour la prise en charge thérapeutique, il n'y a pas de recommandation thérapeutique particulière par rapport aux personnes âgées, ce qui est un peu dommage, alors que c'est une population à part. Il faut tenir compte de facteurs de comorbidité, comme j'ai dit, tenir compte de la technique d'inhalation, tenir compte au fait que chez les patients âgés, ils ont moins de récepteurs bêta-2, ce qui fait qu'ils répondent moins bien aux bêta-2 mimétiques. Je sais que le professeur Fassi hier avait dit qu'il faut moins les utiliser, surtout avec les nouveaux guidelines. Mais bon, voilà, on sait que d'autant plus que le bêta-2 fonctionne moins bien parce qu'ils ont moins de récepteurs. Faire attention aux effets secondaires qui est plus ressenti chez les patients âgés. On peut se dire, ben voilà, je ne vais pas donner un bêta-2 mimétique, je vais plutôt donner des anticholinergiques. Mais là aussi, on a des effets secondaires qui sont un peu plus exacerbés, de troubles cognitifs, de chutes, une dysurie, glaucome à angle fermé. Il faut y faire attention. Les corticostéroïdes restent la pierre angulaire du traitement, mais comme j'ai dit, comme c'est des patients qui ont un profil plutôt neutrophilique, ben, ils sont moins bien répondeurs. Mais malgré ça, il faut quand même les utiliser. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, les corticostéroïdes restent la pierre angulaire, mais en sachant que ça fonctionne moins bien. Et alors, oui, tenir compte également qu'il faut utiliser, ils répondent nettement mieux aux corticostéroïdes à ultra fines particules. Les biologiques, un peu de données, hein, il y a très peu de données chez les patients âgés. On sait que l'omalizumab marche bien, mais les autres, on n'a pas de données parce que, comme vous savez, hein, nos biologiques, ils ont des cibles particulières, surtout par rapport aux éosinophiles. Or, chez les patients âgés, c'est plutôt un asthme neutrophilique. Donc, on n'a pas de cible thérapeutique par rapport à ça. Ça, c'est un tableau, je vais passer un peu vite, c'est un tableau qui compare un peu les deux, l'asthme chez la personne âgée et la personne et le patient plus jeune. Alors, quelles sont les perspectives? Les perspectives, il y a nécessité d'approfondir les connaissances des bases et la recherche clinique ciblant les patients asthmatiques âgés, tenir compte que les mécanismes du vieillissement biologique et les mécanismes parenchymateux cellulaires chez la personne âgée est beaucoup plus spécifique. Donc, alors que malheureusement que la thérapeutique n'est pas tellement spécifique ou plus particulier par rapport aux patients âgés. En conclusion, je dirais que la physiopathologie et le management optimal de l'asthme chez les patients âgés a malheureusement été longtemps négligé. Or, on sait que ces patients-là ont une morbimortalité importante. Il faut tenir compte de la modification des voies respiratoires associées déjà au vieillissement du poumon et aux modifications de l'inflammation avec le vieillissement. Les patients âgés sont moins susceptibles de répondre au traitement traditionnel de l'asthme dans la mesure où ils ont un asthme plutôt neutrophilique et non éosinophilique. Et comme j'ai dit, ils répondent aussi moins bien aux bêta-2 mimétiques parce qu'ils ont moins de récepteurs. Et alors, avec les nouvelles thérapeutiques pharmacologiques, les ciblées, on devrait en profiter pour avoir aussi des populations, ne pas les exclure dans les échantillons des patients asthmatiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Butenda, pour votre excellente présentation.